Bonsoir, je vais parler de trois auteurs que j'ai indiqués au tableau. Trois auteurs de romans noirs américains. David Boudis, James Cromley et Denis Lehan. Alors je vais mettre l'accent sur le lien entre la teneur philosophique d'un certain roman noir américain, ce qu'on appelle aussi le polar en France, et sa portée de critique sociale. Donc le lien entre le philosophique et le sociologique, on peut dire, à travers le roman noir américain. Je vais le faire donc dans un éclairage philosophique et sociologique, et puis dans une certaine perspective éthico-politique engagée, puisque à la fois je suis, disons, sociologue, je fais de la recherche et j'enseigne aussi en philosophie politique en France, à Lyon, et par ailleurs je suis militant du mouvement intermondialiste au sein d'Attaque France et du nouveau parti anticapitaliste initié par Olivier Besançon. Alors, ces trois auteurs américains sont trois générations différentes qui ont marqué le roman noir à des périodes différentes. Donc Boudis, 1917-1967, il est né à Philadelphie. Il écrit en fait ses romans entre les années 1930 et les années 1960. James Cromley, 1939-2008, donc il est né à Fall River, au Texas. Il a longtemps vécu à Missoula, dans le Montana. Et il a écrit, lui, entre les années 60 et les années 2000. Et puis, donc, Denis Lehan, il est né à Dorchester, Massachusetts. Il vit dans la région de Boston. Et il est né en 1966. Et donc, il écrit des romans noirs depuis le début des années 1990. On a trois générations d'auteurs de romans noirs. Le cinéma s'est intéressé au moins à deux de ces auteurs. Boudis, avec notamment, alors vous connaissez sans doute Les Passagers de la nuit, Dark Passage, en 1947, avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Mais aussi en France, Tiré sur le pianiste, 1960, de Truffaut, c'est adapté de Boudis. Le Casse, 1971, La lune dans le caniveau, 1983, Rue Barbare, 1984, tout ça c'est des adaptations de romans de Boudis. Lehan a déjà été adapté, Mystic River, 2003, par Clint Eastwood, et puis plus récemment Gone Baby Gone en 2007. Cromley, lui, ses romans n'ont pas été adaptés, mais il a été scénariste de cinéma. Donc il y a un lien aussi entre ce roman noir américain et le cinéma. Alors j'insisterai un peu plus sur Boudis, qui constitue, disons, pour moi un des maîtres du genre, et puis Cromley et Lehan apporteront des contrepoints plus contemporains avec des tonalités parfois un peu différentes. Mon point de vue s'inscrit plutôt dans ce que j'appelle une philosophie littéraire qui a été esquissée par un écrivain très intéressant, je ne sais pas s'il est connu ici, un écrivain italien qui s'appelle Claudio Magris, qui a à la fois écrit des romans et des essais sur la littérature, et je pense qu'il a inventé un genre qui est la philosophie littéraire, c'est-à-dire en faisant de la philosophie à partir d'un matériau littéraire, notamment à partir des grands romans modernes. Notamment un de ses grands livres de ce point de vue, c'est un livre qui est paru en 1984, qui a été traduit simplement dans les années 2000 en France, mais qui est paru en 1984 en Italie, L'Anneau de Clarisse, grand style et nihilisme dans la littérature moderne. Et Clarisse, c'est un des personnages principaux de L'Homme sans qualité de Robert Musil, c'est le personnage d'une pianiste plutôt nietzschéenne dans le roman de Musil. Donc une philosophie littéraire, ça serait, au sens de ce qu'on peut voir dans le Magris, ça serait une attention à la portée philosophique de la littérature, avec un jeu de langage qui n'est pas celui de la philosophie, dans un autre jeu de langage. Entre philosophie et roman noir, il faudrait envisager tout à la fois les spécificités de chaque registre culturel, de chaque jeu de langage, si on veut parler comme Wittgenstein, et en même temps des passages entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de considérer de manière postmoderne une sorte de grand tout culturel où tout est mêlé, littérature, philosophie, sociologie, ça serait la même chose, non. Il y a bien des registres spécifiques, mais il y a des passages, disons, des analogies entre ces registres qui permettent de travailler sur des matériaux différents, dans un dialogue entre, par exemple, philosophie et littérature.
Donc dans cette perspective, le roman noir participe de ce que justement Magritte appelle le grand style de la littérature moderne. Je cite Magritte, le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement, de la vie fragmentaire et dispersée, en contant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas. Le roman moderne serait en fait l'anti-épopée du désenchantement, de la vie fragmentaire et dispersée, et en comptant souvent l'histoire d'un individu à la recherche d'un sens qui n'existe pas. Ce que montre bien Magritte dans ce qu'il appelle le grand roman moderne dont l'homme sans qualité de musil serait un paradigme, c'est à la fois l'impossibilité de constituer un sens total et le fait, contrairement au postmoderne, de ne pas abandonner la quête du sens. Et donc dans une sorte de fil d'équilibriste entre l'impossibilité du sens et le maintien de la quête du sens. Alors, comme le roman moderne décrit par Magritte, le roman noir n'a pas abandonné la question du sens, d'où la tonalité mélancolique du roman noir et du roman moderne, justement dans les tensions vécues entre le non-sens et la quête du sens. Alors, tonalité mélancolique, cette mélancolie, elle renvoie ordinairement dans nos dictionnaires à un état de tristesse, de dépression, de spleen, de vague l'âme. L'origine étymologique, c'est ville noire de mélancolie. Donc la mélancolie inclinerait plutôt au pessimisme. Alors, mon ami le philosophe Daniel Ben Saïd, dans un livre intéressant qui s'appelle Le Paris mélancolique de 1998, distingue deux formes historiques de mélancolie. Le premier type de mélancolie, c'est la mélancolie romantique, c'est-à-dire une mélancolie tournée vers le passé, une mélancolie nostalgique. C'est en fait regarder la vie dans le rétroviseur et avoir une nostalgie de ce qu'il y a dans le rétroviseur. Mais il y aurait aussi une deuxième mélancolie, selon Ben Saïd, qu'il nomme mélancolie classique, moi que je nommerais mélancolie radicale, c'est-à-dire une mélancolie ouverte sur l'avenir, pas simplement en regardant le passé. C'est-à-dire une mélancolie ouvrant sur la construction d'un avenir différent, c'est-à-dire puisant dans le passé des ressources pour ouvrir un autre futur. C'est cette seconde mélancolie radicale qui a été particulièrement travaillée par un des philosophes un peu à part. On a parlé un peu pendant cette journée de 24 heures de la théorie critique de Francfort. Quelqu'un qui est un peu à part dans la théorie de Francfort, c'est Walter Benjamin. Et Walter Benjamin, dans ses thèses sur le concept d'histoire, quelques mois avant de se suicider à la frontière franco-espagnole, qui fuyait le nazisme, il était juif et il était communiste hétérodoxe, anti-stalinien. Walter Benjamin écrit ses thèses sur le concept d'histoire et il va associer de manière assez originale un matériau juif, un judaïsme laïcisé, avec un marxisme hétérodoxe. Et il va nourrir justement cette mélancolie radicale, cette idée d'essayer d'aller puiser dans le passé oublié des ressources pour ouvrir un autre avenir contre les évidences du présent. On pourrait dire, pour bien comprendre Benjamin, il y a une chanson très intéressante d'un chanteur français qui ne connaît peut-être pas sa filiation avec Benjamin, qui est Charles Aznavour, dans une chanson qui s'appelle Non, je n'ai rien oublié, du début des années 70. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se re-rencontrent après s'être perdus de vue pendant une dizaine d'années. Ils ont failli se marier, ils ont été séparés par leurs parents, ils se retrouvent par hasard dans la rue. Et puis à un moment donné, Aznavour dit « Et mon passé revient du fond de sa défaite ». Et mon passé revient du fond de sa défaite. C'est-à-dire, le passé n'est pas complètement passé, c'est une ressource qui peut ouvrir un avenir inédit différent. C'est ça que pointe cette mélancolie radicale dont Benjamin est un pionnier. Alors, tonalité mélancolique qui est associée aussi à la fragilité. Alors ça c'est moins connu que la mélancolie est associée à la fragilité. C'est quelque chose d'un peu étrange parce que dans l'histoire même du mot mélancolie, c'est pas quelque chose qui a été énormément travaillé, c'est quelque chose bizarrement qu'on trouve dans la philosophie des Lumières, dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, en 1765. L'article mélancolie débute ainsi: c'est le sentiment habituel de notre imperfection. C'est le sentiment habituel de notre imperfection. Alors, ce n'est pas l'idée qu'on a de la mélancolie, c'est le sentiment habituel de notre imperfection. C'est-à-dire
il y aurait dans la mélancolie un rapport avec la faiblesse, la fragilité, l'imperfection. Donc on a là une galaxie intéressante, tristesse, pessimisme, rapport à l'avenir qui passe par le passé, fragilité. Et dans le roman noir, on va trouver ces différentes tonalités de la mélancolie. On va trouver ces différents éléments, ces 4 points cardinaux à chaque fois, tristesse, pessimisme, rapport, disons, erratique à l'avenir et fragilité. Tant d'ailleurs Goudis, Cromley que Léane, d'ailleurs ont souvent plus à voir avec la mélancolie radicale qu'avec une mélancolie exclusivement nostalgique, puisque chez eux, le désenchantement, qui est très présent, qui est une figure importante dans le roman noir, le désenchantement, entre en tension souvent avec l'utopie. L'utopie au sens de l'attente d'un ailleurs, de quelque chose qui serait radicalement autre de ce qui existe actuellement. Il y a ce couple désenchantement-utopie qui ouvre peut-être de nouveaux horizons politiques. Pourquoi de nouveaux horizons politiques? Ça aussi, on le trouve dans un autre livre de Magritte qui s'appelle justement Utopie et désenchantement de 1999. Et Magritte nous dit: le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l'espérance. Le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l'espérance. On a souvent l'impression que le désenchantement, ça va contre l'espérance. Et non, ça serait une forme supérieure d'espérance qui est liée aussi, disons, à l'intégration des échecs, des impasses, des tergiversations du passé. D'ailleurs, le mot même désenchantement suppose un rapport à l'enchantement, donc à quelque chose comme une utopie. Pour Magritte, le désenchantement corrige l'utopie. Et ce qui fait que l'utopie ne s'abîme pas dans un optimisme béat. Et donc ne se complaît pas complètement dans des lendemains qui chantent simplement, mais qui intègrent une dimension qui, justement, affaiblisse ce poids de l'optimisme béat des lendemains qui chantent dans ce rapport au passé. Donc on aurait incorporé ici une dimension tragique, c'est-à-dire une conscience des événements qui nous échappent et qui peuvent nous écraser, au lieu d'oublier le tragique dans un rapport au lendemain qui chante simplement. Après les tragédies politiques du XXe siècle, les totalitaristes, ce ne serait pas un luxe d'intégrer cette dimension tragique, mais sans abandonner l'aiguillon utopique, c'est-à-dire la possibilité d'un ailleurs. Et donc on peut dire que les philosophies mélancoliques qui travaillent le roman noir, en tout cas un certain roman noir américain, ont quelque chose d'un art funambulesque justement entre le tragique et l'utopique. Alors je vais le décomposer ici avec ces trois auteurs en 4 mouvements. Le mouvement du désenchantement, et puis un mouvement qui va établir des passages entre la question philosophique du sens et la question sociologique de la critique sociale, puis le mouvement de l'utopie, plus que j'appellerais le peut-être. Alors le mouvement du désenchantement, qui est une caractéristique du roman noir américain. Alors chez Goudis d'abord, il y a souvent la noirceur du désenchantement, c'est très noir, souvent Goudis. Dans son roman Vendredi 13, Black Friday, 1954, Hart, personnage principal, a suivi un parcours de désenchantement. Quand il se retourne vers sa jeunesse étudiante, il voit des promesses. Je cite: à l'époque, Hart était alors un jeune homme romanesque qui adorait errer seul à l'aventure pour recueillir des impressions. Au moment du roman, il a 34 ans, et qu'est-ce qu'il est? Il est poussé vers le vide, le néant. Donc on a, dès le départ du roman noir, le désenchantement, par rapport à un certain état antérieur de l'enchantement. Un autre roman de Goudis, Rue Barbare, Street of the Lost, 1952, un personnage lance: le couvercle saute, l'eau déborde, on ne peut pas échapper à ça, on ne peut pas échapper à la douleur, même si on fait semblant de l'ignorer, elle est toujours présente. Chez Goudis, le noir de l'existence a souvent la forme d'un engrenage avec des accents fatalistes. Célia, personnage de Sans espoir de retour, Street of No Return, 1954, dit: nous n'aurions pas dû commencer, maintenant je crois que c'est trop tard. Une dimension de fatalisme qui est souvent présente chez Goudis. Dans La pêche aux Avaros, The Raving Beauty, 1967, Yander avoue son amour pour Vera
mais se voir répondre par un autre personnage, le vieux Ratzinger, ça ne vous mènera nulle part, cette petite est complètement perdue dans le noir et n'a pas envie d'en sortir. Donc, un rapport au noir de l'existence, et un rapport qui suit plutôt un mouvement de désenchantement. On va voir des choses proches chez Cromley, mais chez Cromley, le désenchantement est teinté de l'humour, de l'ironie, qui est liée au contexte, c'est-à-dire l'ironie contestataire de la fin des années 70. Dans le chef-d'œuvre sans doute de Cromley, Le Dernier Baiser, The Last Good Kiss, 1978, le détective Sugrou plante le décor ainsi de son existence. Je cite: « Ça faisait une paye que je causais tout seul, moi aussi. C'était exactement ce que j'étais en train de faire l'après-midi où l'ex-femme de Traherne m'avait appelé. Assis dans mon petit bureau de Meriwether dans le Montana, à contempler la belle poubelle du prise unique qui débordait dans la ruelle par derrière, en train de me dire que ça m'était égal, que les affaires soient au point mort, en train de me dire qu'en fait ça me convenait parfaitement. » Donc, alors l'humour va souvent chez Cromley alléger la noirceur par rapport à la dureté du roman de Goudis, mais cette atmosphère ironiquement maussade chez Cromley, dès les premières pages du Dernier Baiser, gagne quelque peu en aigreur par la suite. On retrouve l'aigreur, toujours en position instable entre l'ironique et le tragique. Je cite encore: « Personne ne vit éternellement, personne ne reste assez longtemps. Reste jeune assez longtemps. Mon passé m'apparaissait comme autant d'excédents de bagages, mon avenir comme une longue série d'adieux, et mon présent comme une flasque vide, la dernière bonne lampée déjà amère sur la lampe. » Donc c'est souvent là cet élément qui est un peu, je l'ai dit, une position de funambule entre une dimension ironique et puis une dimension tragique. Chez Cromley, c'est souvent le contexte du désenchantement post-contestataire de la fin des années 70, les années hippie, les années de contestation politique, de la lutte contre la guerre du Vietnam, etc., qui irriguent nombre de pages, qui donnent une tonalité politique, disons, à cette amertume ironique. On trouve aussi chez Léane, le troisième auteur, des morceaux de pessimisme noir, dans le roman, des crimes abjects, l'horreur, plus largement un constat de la persistance du mal dans la vie sociale. Ce sont ces dures images qui accompagnent les enquêteurs lors de la disparition d'une petite fille de 4 ans dans Gone Baby Gone, 1998. Je cite: « La première nuit de fraîcheur depuis des semaines, apportant un sentiment de pessimisme, de froide désespérance. » Dans le même roman se décide également une froide lucidité sur l'impasse d'une vie. J'avais le sentiment qu'il découvrait tout au bout de ce long trajet intérieur le final consternant de sa propre déliquescence, le gaspillage de sa vie. Mais chez Léane, comme chez Cromley, la distance et l'ironie allègent par moments la noirceur du constat. C'est comme s'il y avait un effet d'allègement par l'ironie. On n'est pas aussi plombé que dans les romans de Goudis par la fatalité. Le sourire s'interpose. C'est par exemple le cas dans le livre Un dernier verre avant la guerre, On Drink Before the War, 1994. Beaucoup de gens faisaient le point sur leur vie ces jours-ci, à en juger par Devine et Angie. Je n'étais pas trop sûr que ce soit une idée géniale. Donc, un noir pessimisme, une dimension tragique, des accents fatalistes, mais par moments, dans certains romans noirs, allégés par une dimension ironique, une dimension d'humour. Donc, premier mouvement, le désenchantement, le noir. Deuxième mouvement, le rapport entre le sens, la question du sens de l'existence humaine et la dimension sociologique. C'est comme chez Goudis, Cromley, Léane, il y a comme un cadrage sociologique de la quête du sens des personnages. C'est-à-dire que la quête du sens n'est pas simplement une sorte d'élément simplement métaphysique qui serait indépendant des conditions sociales des personnages, mais immédiatement imbriqué aux conditions sociales des personnages. Et la question du sens et la question sociale sont liées. Alors, ça prend des tonalités différentes chez les trois auteurs. D'abord chez Goudis. La porte de sens donc a une forte inscription sociale. Elle apparaît même générée par une société déshumanisée par la loi de l'argent. Je cite: « En vieillissant, on s'aperçoit que le monde a un cœur de pierre et que la seule chose à laquelle on puisse vraiment se fier, c'est une machine à calculer. » C'est ce que dit Charlet dans Vendredi 13, Black Friday, 1954. Ce sont aussi des contraintes sociales qui nourrissent le non-sens quotidien dans Thierry sur le pianiste, Denver, 1956. Goudis décrit ainsi les clients du vendredi soir du Harriet's Hut, un bar. Les gars avaient travaillé dur toute la semaine aux usines de Port Richmond et quand ils venaient là, c'était pour boire encore, oublier les soucis, noyer dans l'alcool la réalité de ce monde trop sec et trop gris qui les attendait au dehors de la porte.
Donc un monde déshumanisé, et sans doute il y a un roman de Goudis où cette question existentielle du sens et la question de l'analyse sociologique apparaissent particulièrement emmêlées, tout en renvoyant des registres autonomes. C'est La Lune dans le caniveau, The Moon in the Gutter, 1953, avec son personnage principal, William Kerrigan, docker de 35 ans. Il habite Vernon Street, qui est un peu incarne dans ce roman la rue de la déchéance sociale. Alors, William Kerrigan est tenté par le suicide de sa jeune sœur après un viol. Il l'obsède au début du roman. Et la question philosophique du sens de l'existence est constamment agitée en lui. Cette interrogation existentielle n'est pas un simple produit de détermination sociale, mais elle ne peut pas être détachée des déterminations sociales. C'est-à-dire que c'est comme si la question du sens débordait le sociologique tout en étant tramée par le sociologique. C'est comme si Goudis avait trouvé une articulation originale que peu de philosophes et peu de sociologues trouvent entre une philosophie existentielle et la dimension sociologique, sans que la première soit la couche profonde sur laquelle surnagerait la seconde. C'est ce que font certains philosophes, où il y aurait l'existentiel au-dessus, et puis le sociologique, ça serait le mondain, ça serait le superficiel. Mais ça ne serait pas aussi comme la question du sens ne serait pas simplement un effet de la question sociale, comme chez certains sociologues déterministes. Les deux niveaux, la dimension existentielle et la dimension sociologique, apparaissent noués l'un à l'autre, sans qu'il y ait une hiérarchie entre ces niveaux, sans qu'aucun des niveaux ne soit réductible l'un à l'autre en même temps. On le voit très bien dans la rencontre amoureuse avec une femme d'un autre milieu social, un milieu riche, qui se présente brusquement à William Kerrigan, qui va l'entraîner dans des sensations inconnues, qui va emporter son imagination. Et pourtant, malgré la persistance de cette femme, Loretta Channing, ça va s'avérer impossible. Car William Kerrigan apparaît trop alourdi par la fatalité de sa condition sociale. C'est très proche de figure qu'a étudié Pierre Bourdieu dans sa sociologie, c'est que le rapport subjectif à sa propre trajectoire sociale vient renforcer les probabilités sociales objectives. C'est ce que Bourdieu appelait, dans un article célèbre de 1974, la causalité du probable. C'est-à-dire que la probabilité qu'une relation sociale soit impossible à cause de la différence de milieu, si je suis persuadé que c'est improbable, et bien ça renforce cette probabilité. C'est ça la causalité du probable. La dimension subjective va renforcer la causalité objective, qui n'est qu'une probabilité, qui va être renforcée par l'adhésion subjective à cette probabilité. Et c'est ce qu'on voit dans le personnage de Kerrigan. Puis soudain, c'est un passage de la Lune dans le caniveau qui apparaît significatif. Puis soudain, elle disparut de ses pensées et tout le reste de même, sauf les choses qu'elle avait devant les yeux. Qu'il avait devant les yeux, la rue pleine d'ornières, le caniveau et les seuils défoncés des maisons délabrées. Cela le frappa de plein fouet, cette prise de conscience inévitable qu'il traversait la vie avec un billet de 4e classe. Donc le sentiment de la fatalité sociale renforce la probabilité de la fatalité sociale. Et puis à la fin du livre, son histoire et celle de sa sœur se rejoignent dans une sorte de double fatalisme social et tragique et existentiel. Je cite, « Et quel que soit l'endroit où les plus faibles se cachaient, ils ne parvenaient jamais à échapper à la lune de Vernon. Elle les tenait pris au piège, elle les tenait pris dans leur destin. Tôt ou tard, ils seraient mutilés, démolis, écrasés. Ils apprendraient à la dure que Vernon Street n'était pas un lieu pour les corps délicats et les âmes timides. » D'où la séparation finale avec Loretta, qui est décrite ainsi. Elle avait les yeux humides, et elle dit « Si on pouvait seulement. » Mais on ne peut pas, dit-il. Tu ne vois pas ce qui se passe, on n'est pas sur les mêmes rails. Je ne peux pas vivre à ta façon, et toi tu ne peux pas vivre à la mienne. C'est la faute à personne, c'est juste la façon dont les cartes sont distribuées. Donc une dimension forte de déterminisme social qui est en lien avec une quête du sens, qui trame cette quête du sens, mais cette question du sens est autonome en même temps par rapport à ces déterminations sociales. Alors, on trouve une figure de lien entre cette dimension existentielle de la quête du sens de sa propre existence et la question de la sociologie, de la critique sociale, aussi chez Cromley. Chez Cromley, ça prend un sens, je l'ai dit, plus politique dans la décomposition 68arde et dans la récupération néocapitaliste des désirs d'ailleurs. Dans un recueil de nouvelles de 1988 qui s'appelle Put Words, Cromley résume d'une phrase « Drogue, sexe et rock'n'roll n'est plus le cri de la liberté, mais un slogan commercial de plus ».
drogue, sexe et rock'n'roll n'est plus le cri de la liberté, mais un slogan commercial de plus. Donc on est dans la phase de la récupération néo-capitaliste du désir d'ailleurs et l'utopie 68 art, des années 60-70. Le capitaliste tente de tout attraper dans sa machine à marchandiser, même ses critiques, même ses contestataires. On rejoint les analyses plus récentes en sociologie des sociologues Luc Boltanski et Eve Chiapello dans le livre qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui date de 1999 et qui montre comment le management néo-capitalisme a intégré une partie de la critique 68 art pour recomposer le capitalisme. La critique sociale chez Cromley revêt immédiatement une tonalité politique. Après l'effervescence 68 art, le sens unique de la marchandise se substitue au foisonnement des rêves. Le non-sens politique remplace la quête d'un sens politique alternatif. Troisième auteur, chez Léhan, le sociologique aussi est présent. Le sociologique dote les quartiers d'une empreinte historique et contribue à les redécouper en fonction de l'arrivée des nouvelles populations et de l'ascension sociale des plus anciennes. La dimension classe sociale apparaît immédiatement imbriquée à la dimension ethnique. Les matériaux de sens sont bien des matériaux sociaux, inscrits dans le cours des rapports sociaux. C'est particulièrement le cas d'une série de plusieurs romans de Léhan autour de deux détectives qui sont Patrick Kenzie et Angela Gennaro. Dans le premier de cette série, Un dernier verre avant la guerre, donc 1994, est ainsi décrit le Dorchester de son enfance. Le Dorchester dans lequel j'ai grandi était ouvrier traditionnel, avec des quartiers délimités le plus souvent par les églises catholiques qu'ils entouraient. Nous étions tous irlandais ou polonais, ou assez proches pour que ça se passe. Nous étions tous blancs. Il pointe aussi de fortes tensions présentes au sein des classes populaires entre blancs et noirs. Il parle ainsi de la rage blanche réactionnaire. Et il ajoute qu'on entend souvent parmi les pauvres et les travailleurs. Ces pauvres et ces travailleurs blancs qui suscitent chez lui-même la nostalgie de son enfance, puisque c'est la nostalgie de son propre milieu social. Ce qui l'écartèle justement entre une critique extérieure, puisqu'il prend de la distance par rapport à ça, et une compréhension de l'intérieur, puisque c'est là où il est né, c'est son milieu. Mais le sociologique et la quête du sens peuvent aussi se rejoindre chez Cromley. C'est toujours dans Un dernier verre avant la guerre. Il écrit, donc là c'est à propos de Los Angeles, elle est brûle, et tant d'autres villes, le feu couve en attendant le jet d'essence qui arrosera les braises. Et nous écoutons des politiciens qui alimentent notre haine et notre étroitesse d'esprit, qui nous disent qu'il s'agit simplement de revenir aux vraies valeurs, alors qu'eux sont assis dans leur propriété au bord de la mer à écouter les vagues pour ne pas avoir à entendre le cri des noyés. Ils nous disent que c'est une question de race, et nous les croyons. Ils appellent ça une démocratie, et nous hochons la tête, tellement contents de nous-mêmes. Nous fermons les yeux et nous nous endormons. Nous troquons nos corps, nos âmes contre les vernis rassurants de la civilisation et de la sécurité, fausses idoles de notre rêve humide du XXe siècle. Donc le questionnement existentiel et la critique sociale s'épaulent mutuellement chez Léhan, car les dérèglements des cadres collectifs posent des problèmes à l'âme individuelle. Il y a un lien entre ces dérèglements des repères collectifs et la question du sens individuel. Le sens de l'orientation individuelle ne se constitue pas sans repères collectifs. Il y a un lien entre le sens, les repères collectifs qui nous permettent de nous orienter, mais aussi quand ils se dérèglent, qui contribuent à nous désorienter. Et donc c'est en ce sens qu'il y a aussi un lien entre la critique sociale et la question du sens de l'existence individuelle. Troisième mouvement de ce roman noir américain, l'utopie malgré tout. C'est-à-dire que le désenchantement, le pessimisme, voire le fatalisme ne sont pas exclusifs chez Goudis. Ils rencontrent sur leur chemin l'utopie, au sens de l'aspiration d'un ailleurs, d'un tout autrement, et tout particulièrement l'utopie amoureuse. Si l'utopie se maintient malgré tout, c'est qu'il y a des résistances humaines à la déshumanisation de la société marchande. C'est-à-dire que le poids de la société marchande n'est pas complètement homogène, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans la réalité. On le saisit dans un passage de La nuit tombe, Nightfall, 1947, où Wanning pense à Martha. Et moi qui croyais plein de bon sens, dit-il, moi qui croyais connaître quelque chose à la vie. Ils restèrent plantés sur le trottoir immobile. Fraser alluma une cigarette. Nous croyons tous savoir quelque chose de la vie. Nous croyons tous nous connaître. S'il en était ainsi, nous serions des machines à calculer, non des êtres humains. Vous êtes amoureux de cette fille et vous ne voulez pas bousiller sa vie. Donc il y a chez Goudis la possibilité d'échapper parfois seulement un moment, un court moment, ce qu'on pourrait appeler un instant d'éternité, c'est-à-dire cette figure très bizarre
où à la fois l'intemporel rejoint le plus bref, l'instant d'éternité. Donc il y aurait ces instants d'éternité qui pourraient nous permettre d'échapper aux pesanteurs du non-sens. Ça se voit dans la pêche aux Avaros aussi, The Raving Beauty, 1967, où la magie de la rencontre avec un L majuscule, avec un R majuscule, est présentée ainsi. La seule chose qui me revienne, c'est une sorte de frémissement intérieur, une vibration, une sorte de contact entre deux personnes. Seulement, ça n'a rien de physique, c'est beaucoup plus profond que ça. Et quand on l'a prouvé une fois, on en reste marqué. Souvent, cet instant d'éternité n'évite pas l'impasse, mais il va demeurer présent en soi infiniment, indéfiniment. De temps en temps, il ouvre un autre chemin. Ce n'est pas le cas parce que plus souvent chez Goudis, ça finit mal, et donc la fatalité l'emporte. Mais parfois, ça ouvre un autre chemin. C'est le cas dans Cauchemar, Dark Passage, donc 1946, donc, qui est adapté au cinéma avec Bogart et Bacall. Il avait l'impression d'avoir longtemps cheminé sur un mauvais sentier boueux, crevé d'ornières, au tracé incertain, et que soudain, il débouchait sur une route cimentée, blanche, large, lisse, propre, et qui s'étendait jusqu'à l'infini. Donc parfois, ça permet de sortir du trou. Et même si ça s'avère une possibilité avortée, l'utopie reste vivante en soi, justement dans la confrontation entre l'utopique et le tragique, dans ce qui est appelé dans la pêche aux Avaros la souffrance pourpre des désirs impossibles. La souffrance pourpre des désirs impossibles. Ni l'utopique, ni le tragique ne se trouvent complètement indemnes de leur confrontation. Donc émerge entre l'utopique et les tragiques une forme de funambulisme dont j'ai parlé, du peut-être. Et je reviendrai sur cette figure du peut-être pour terminer mon exposé. Mais cette question de l'utopie malgré tout, on le trouve aussi chez Cromley. L'utopique chez Cromley, on le voit particulièrement dans ce livre, Le Dernier Baiser, 1978, où le détective Sugrou va partir à la recherche d'une femme, Betty Sue, qui ne rencontrera qu'à la fin de ses péripéties. Donc il part en quête d'une femme au début du roman et il ne le trouve qu'à la fin. C'est un chemin analogue d'un très grand roman noir aussi, qui est Sylvia de Warfass de 1960, où on a cet élément pareil, où un détective part à la recherche d'une femme, il y a toute une série de péripéties, il ne la trouve qu'à la fin et il tombe amoureux de cette femme, toujours. Chez Cromley, dans Le Dernier Baiser, la magie du baiser est une sorte de sortie humaine du noir. Et c'est le baiser est une sorte de trouée utopique au cœur d'un monde déglingué. Je cite un passage du Dernier Baiser. Et elle s'est penchée pour m'embrasser légèrement sur le coin de la bouche, un baiser de grande sœur. Mais son haleine sentait des herbes et les fleurs séchées. Et l'eau de source, bonne et rafraîchissante. À 10 heures, alors, elle a chuchoté. C'est là que je l'ai embrassé sur la bouche. Ses lèvres se sont entrouvertes légèrement, nos langues se sont touchées, un bref instant électrique, et ses yeux se sont agrandis. Ils se sont assombris d'un bleu orageux. Je suis désolé, elle a fait, s'excusant presque pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait, quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Mais chez Cromley, le fil du baiser est ténu. Le rapprochement des corps de Sugrou et de Betty Sue n'aura pas lieu finalement. Sugrou vient de sauver la vie de Betty Sue et pourtant il va refuser de faire l'amour avec elle. Pourquoi ? Parce qu'il est amoureux justement et il sent qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Et donc il va refuser d'aller plus loin, comme une façon de se tenir. La question du maintien dans le roman noir est très importante. Le détective dans le roman noir, c'est quelqu'un qui se tient d'une certaine façon. Qui se tient justement souvent entre l'utopique et le tragique, qui se maintient. Et le flot se déchaînait sous un ciel de plus en plus sombre, je me sentais rempli d'admiration. Je me sentais humble, je me sentais comblé. Mais comme chez Goudis, l'harmonie n'est jamais définitive. C'est-à-dire l'expérience des discordances revient périodiquement. Les tensions ne sont jamais complètement dépassées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure hegelienne qui dépasse les contradictions. Il n'y a pas de synthèse dans le roman noir. On a plutôt une figure proudhonienne de l'équilibration des contraires. On n'en a jamais fini avec la tension entre le tragique et l'utopique. Et c'est là que je débouche sur ce quatrième mouvement qui est le peut-être, les funambules du peut-être. Ce qui est intéressant dans peut-être, il y a toute une philosophie dans peut-être, c'est d'abord dans l'adverbe peut-être. Dans l'adverbe peut-être, il y a l'idée d'une incertitude, hein, peut-être ou peut-être pas. Incertitude comme une hésitation entre le pessimisme et l'optimisme. Mais en même temps, si on sépare l'adverbe, il y a le verbe peut, pouvoir, et il y a le verbe être. C'est-à-dire comme si on définit l'être par la possibilité. Donc ce qui est intéressant dans ce peut-être, c'est que l'être est défini par la possibilité et en même temps par une hésitation qui inclut une incertitude.
Et ça crée une philosophie tout à fait intéressante, cette hésitation entre le pessimisme et l'optimisme, qui ouvre sur une possibilité, mais une possibilité qui prend toujours la figure du pari. Et le pari implique toujours un risque. Et donc il y a une philosophie du peut-être à la fois chez Boudis, chez Cromley et chez Lehane. Alors, chez Boudis, cette figure du peut-être apparaît directement dans La blonde au coin de la rue, The Blonde on the Street Corner, 1954. Je cite: tout ce temps passé, c'était un pari sur l'avenir. Leur numéro sortirait peut-être un jour, ou il ne sortirait jamais. Mais tant que les dés n'avaient pas cessé de rouler, il y avait toujours un certain éclat dans ce qu'ils faisaient. Le simple fait de se dire que leur numéro sortirait peut-être, ou qu'il pouvait ne jamais sortir, peut-être et encore peut-être, ou peut-être pas, mais tant qu'il y avait un peut-être, il leur restait l'éclat. Mais tant qu'il y avait un peut-être, il leur restait l'éclat. Le peut-être, on peut dire, c'est l'aiguillon du rêve, malgré la conscience de la noirceur du monde, en affrontant la noirceur du monde, sans se la masquer dans la mièvrerie. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport au peut-être, le peut-être, ce n'est pas un rapport au rêve qui est de l'ordre du mièvre, du naïf. Ça assume directement la conscience de la noirceur du monde. Dans le cas de ce roman, le rêve de Ralph n'aboutira pas. La figure aimée d'Edna va s'éloigner. Et il va finir par tomber dans les bras de ce qui le refusait au départ du roman, c'est-à-dire Lénore, la blonde au coin de la rue, qui incarne l'existence médiocre. Et c'est ça qui gagne, qui va s'imposer. Et donc le peut-être, comme souvent chez Boudis, va tomber du mauvais côté. Mais l'équilibrisme du peut-être ne tombe pas inéluctablement du mauvais côté chez Boudis. L'utopie ne se révèle pas toujours impossible. Ainsi, les choses étaient plutôt mal parties dans l'allumette facile, Fire in the Flesh, 1957, pour Andrew, dit Riff. La police était sur ses talons, c'était un marginal alcoolique réputé être un incendiaire. Et on pense que c'est lui qui a mis le feu à un bâtiment. Pourtant, à la fin du roman, se présente comme le réveil d'un cauchemar, sous le regard, disons, gorgé d'espérance de Leila. Ce sont les dernières lignes du roman. Il leva la tête et regarda Leila. Il sentait toujours la tiédeur des doigts de la jeune fille sur les siens. Cette chaleur se mêlait à son parfum, à l'éclat de ses yeux, qui semblait verser sur lui, faire pénétrer en lui une douceur inconnue. C'est pour toi, dit-il en lui-même, tout ce que je ferai désormais, tout ce que j'aurai à offrir, ce sera pour toi. Avec un soupir, elle se pencha vers lui comme si elle l'avait entendu. Et brusquement, pour lui faire un présent à son tour, pour bien lui montrer qu'elle lui appartenait et qu'elle lui appartiendrait jamais, elle souleva les deux mains d'Andrew et les posa sur ses seins. Voilà comment finit le roman. Donc même quand le désespoir prend le dessus chez Boudis, il reste ce qui constitue une sorte de double éthique et esthétique de l'existence, une éthique et une esthétique de l'éclat. Il leur restait l'éclat, écrit Boudis dans La blonde au coin de la rue. Dans Rue Barbare, le constat de la noirceur du monde débouche sur quelque chose comme une telle éthique et esthétique de l'éclat aussi. Je cite, il faut faire quelque chose pourtant, garder la tête haute, un peu au-dessus des autres. Garder la tête haute. Ici, l'éclat, c'est le maintien d'une intégrité, d'une dignité, se maintenir. C'est une résistance de la dignité qui va pouvoir puiser des ressources dans le passé qui avaient été oubliées. C'est le cas de Corey Bradford dans Les pieds dans les nuages, Night Squad, 1961. Corey est un flic corrompu, viré de la police et alcoolique, qui va trouver des forces dans le passé, dans l'image de son père mort, qui est un ancien flic, lui intègre. C'est ce que pointe un autre flic à un moment donné. Vous avez reçu le message? De quel message? D'où ça? De la tombe, dit McDermott. De votre père. Corey frissonna. De votre père, répéta McDermott. De votre père qui était mon ami intime, qui était un vrai policier, qui était un cœur absolument pur et qui considérait l'insigne comme quelque chose de sacré. On voit ça aussi dans Retour sur la vie, Retreat for Oblivion, 1938. C'est le premier roman de Boudis. Et le point d'interrogation du peut-être a même quelque chose d'indépassable, d'infini. C'est-à-dire le peut-être ne se dépasse jamais. Il y a toujours une sorte d'incertitude. Il y a une dimension infinie de l'incertitude. Je cite, on se sent parfois englouti d'une sourde tristesse que viennent soudain dissiper un sourire et un rire. Et puis une autre tristesse, un sentiment délicat, beau, ineffable, bien s'y superposer, tout simplement. Voilà qu'elle aussi s'efface, engloutie par un autre sourire, un autre rire. Parfois plus rien ne bouge, reste la douleur, et puis le rire.
et par-dessus, un grand point d'interrogation. Donc, Goudis ne cherche pas à refermer sur une certitude définitive les dés de la vie, le pari de la vie, les risques de la vie, les interrogations existentielles. Il n'y a pas chez Goudis de grands soirs, ni politiques, ni amoureux, qui transformeraient le bonheur en absolu, sans contradiction. Il n'y a pas de grande synthèse d'inspiration hegelienne. Il n'y a pas de prétention à l'harmonie finale. Il y a une sorte de quête sans fin qui garde les traces des rêves comme des blessures du passé et qui maintient cette contradiction, ces antinomies, comme dirait Proudhon contre Hegel. Le métissage des singularités individuelles que le roman noir américain à la Goudis met en avant n'est pas un métissage lisse et heureux. Ce n'est pas la figure d'Obama sur les unes des magazines aujourd'hui. C'est pas Unity Colors of Benetton. Le métissage, c'est des identités rapiécées, c'est des identités cabossées. C'est ça le métissage individuel. C'est ce qu'on voit bien, c'est des films que je recommande dans deux films récents, The Wrestler de Aronofsky avec Mickey Rourke ou le film The Burning Plain, Loin de la Terre brûlée de Guillermo Arriaga, des films très récents. Dans les deux cas, ces deux personnages, le personnage joué par Mickey Rourke ou le personnage joué par Charlize Theron, sont des gens cabossés. Mickey Rourke comme catcheur, cabossé de l'extérieur, le rapiécé complètement sur son visage. Bon. Et dans le cas de Charlize Theron, c'est à l'intérieur, parce que c'est la beauté, la sublime beauté de l'actrice, et en même temps, elle est complètement cabossée de l'intérieur. Bon. Et le métissage de la singularité individuelle, on a souvent l'impression que le métissage, c'est quelque chose qui simplement métisse du positif. Mais le métissage, c'est ce qui nous fait. Et ce qui nous fait, c'est aussi les douleurs, c'est aussi les souffrances, c'est aussi les difficultés. Et donc, le métissage, c'est le rapiessage, c'est le cabossage aussi. C'est ça ce qui nous fait, qui fait aussi nos fragilités. Chez Cromley, les peut-être ont un parfum parfois iconoclaste. C'est ce qu'on lit par exemple, quelque chose de très étrange dans Les Serpents de la Frontière, Border Snakes, 1996. Je cite un court extrait. « Je suis lesbienne, vous savez, dit-elle. » Et Subaru répond « Je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes, dis-je. Et même si vous le savez, chérie, j'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser. D'une certaine manière, je trouve ça pur et simple. » Donc, voilà quelque chose d'étrange chez Cromley, ce peut-être. C'est-à-dire qu'en s'adressant à Kate, une jeune femme croisée au cours de ses pérégrinations, Subaru, le détective, s'interroge ainsi de manière abrupte sur l'identité sexuelle de cette dernière. Son interrogation, qui pourrait d'une certaine façon apparaître très queer, bouscule les identités figées, leur préférant des identités mobiles et ouvertes, laissant place à l'incertitude. Je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes. Ça signale aussi je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que vous êtes, une hésitation, un trouble, une perplexité typiquement cromleylienne dans la définition de l'identité personnelle. Mais le questionnement de Cromley ne s'arrête pas là. Dans la deuxième partie de l'échange avec Kate, Subaru ajoute donc un étrange « J'aime assez l'idée d'être amoureux d'une femme que je ne peux pas baiser ». Après avoir instillé un doute quant aux assignations identitaires figées, lesbiennes ou pas lesbiennes, Cromley dynamite le coït comme point de passage obligé de l'amour en régime post-68 art de liberté sexuelle. Cromley n'était pas un de ces gauchistes à dogme unique, plutôt un gauchiste de la curiosité, de la pluralité, donc du peut-être. Il y a également des peut-être chez Léane qui viennent équilibrer les désenchantements. Par exemple, un peut-être politique dans un échange entre un jeune chef de gang noir et Angie dans Un dernier verre avant la guerre. L'homme blanc a commencé, Roland. Angie a laissé tomber son sac et elle a dit « Roland, nous n'allons pas écouter ce discours à la con. Nous savons tout sur l'homme blanc. Nous savons qu'il a le pouvoir et nous savons que l'homme noir ne l'a pas. Nous savons comment marche le monde et nous savons que c'est pourri. Nous savons tout ça. Nous ne sommes pas trop contents de nous-mêmes non plus seulement, voilà. Et peut-être que si tu avais quelques suggestions sur le moyen d'améliorer les choses, on aurait de quoi discuter. Mais tu tues des gens, Roland, et tu vends du crack. Ne t'attends pas à des violons. » Il lui a souri. Ce n'était pas le sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu, mais il n'était pas complètement froid non plus. Peut-être, a-t-il dit. Donc il y a comme un infime espoir qui est une sorte de fonction de boussole dans les dérèglements du monde. C'est-à-dire, vivre avec le peut-être pour Léane, c'est maintenir une possibilité de trouver d'espoir. Il dit ça aussi dans Un dernier verre avant la guerre. Cela s'appelle vivre avec la réalité de sa vulnérabilité. Cela s'appelle vivre avec la réalité de sa vulnérabilité.
Bref, assumer dans le risque avec la tristesse et les joies afférentes ses fragilités. Alors, et je vais m'en aller vers ma conclusion, les figures du roman noir américain que nous avons vu passer en revue sont ainsi travaillées par des interrogations philosophiques, dans la chair vive de rapports sociaux et politiques modernes. On aimerait d'ailleurs que, puisque c'est ma famille politique, que les altermondialistes, que les anticapitalistes, qui récusent le monde marchandise en quête d'autres mondes possibles, s'intéressent davantage à de telles dimensions existentielles et spirituelles, plutôt que de ressasser souvent des langues de bois traditionnelles ou d'être soumis à des préoccupations extrêmement politiciennes. Ces figures du roman noir américain nous ramènent également à une question philosophique aux tonalités politiques. Est-ce que l'utopique constitue, en un sens nietzschéen, un arrière-monde illusoire, masquant le tragique, nous empêchant de nous confronter au tragique? Ce qui serait alors la fonction principale des différentes religions, des morales et des politiques du bonheur, des arrière-mondes qui viseraient à nous masquer le caractère tragique de la condition humaine. C'est une hypothèse forte qu'a posée un philosophe d'inspiration nietzschéenne en France, Clément Rosset. Sans doute dans son livre le plus intéressant, La philosophie tragique, datant de 1960. C'est très intéressant à noter puisque Rosset n'a pas encore fait sa thèse à l'époque, il a 21 ans et il écrit son meilleur livre. Après, il s'est beaucoup répété à la suite de son existence. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre, La philosophie tragique, parce qu'il pose une question très importante. Le tragique, pour lui, donc, c'est une dimension centrale de la condition humaine, dans le sillage de Nietzsche. C'est par exemple se cogner à une mort accidentelle d'un proche. Et la mort accidentelle d'un proche, ça a des dimensions, comme il dit, insurmontables, irrémédiables, imméritées, qu'on ne peut pas complètement attribuer à une responsabilité, à une cause, etc., qu'on doit admettre comme un fait qui est un choc pour nous. Et quand un tel événement tragique, dans ses douleurs et parfois dans ses joies, déborde les catégories de la morale traditionnelle, il y a une tentation pour Rosset qui est d'inventer des arrière-mondes. D'inventer des arrière-mondes, c'est-à-dire des morales, des religions et des politiques du bonheur qui visent à nous masquer ce caractère tragique de la condition humaine. Et donc il y a une hypothèse forte chez Rosset, qui l'a conduit d'ailleurs à s'orienter à droite. C'est quelqu'un qui dit clairement « je suis à droite, je vote ». Il dit « il y a 5 personnes en France qui doivent voter à droite pour les mêmes raisons que moi ». Bon, mais il vote à droite quand même. Il a eu pourtant comme maître Althusser à Ulm. Et il pose une question forte aux progressistes, cette question des arrière-mondes. Et il me semble que le roman noir américain nous permet de répondre aux objections de Rosset. Parce que, comme Rosset, Boudis, Cromley et Léane récusent une éthique qui consentirait à l'oubli du tragique. Non, au cœur du roman noir, on a vu, il y a le tragique. Mais contrairement à Rosset, l'idée du bonheur, c'est-à-dire l'aspiration à un mieux en fonction d'un certain système de valeurs, donc d'une morale, n'est pas ajoutée aux orties. C'est-à-dire l'utopique n'est pas un arrière-monde qui nous masquerait le tragique de la condition humaine. L'utopique, en tant qu'aspiration à un ailleurs, fait partie du monde, pour le roman noir. Il participe de notre expérience du monde. Il participe de notre expérience du monde dans la confrontation avec le tragique, en tension avec le tragique. Dans cette perspective, l'utopique ne constitue pas nécessairement, comme le pense Rosset, une couche superficielle, illusoire, qui serait surajoutée au monde et qui viserait à nous masquer le monde, mais qui est une dimension du monde. Pourquoi alors ne pas nous coltiner, alors comme les héros des romans noirs, les antinomies de l'aventure humaine, tragique et utopique, solitaire et solidaire, singulier et commun, pessimiste et optimiste? Reconnaître la force de l'événement tragique et nos fragilités face à lui, ce ne serait pas inéluctablement récuser la part utopique de nos existences. C'est le sens de la philosophie du peut-être qui germe chez Boudis, Cromley et Léane. On est bien sûr fortement redevable à Clément Rosset de la question qu'il pose, de la question forte qu'il pose, même si on n'apporte pas exactement la même réponse. Mais on préférera alors à sa réponse unilatérale, l'utopique ce n'est qu'un masque par rapport au tragique, la philosophie politique de l'ambivalence qu'on trouve chez Maurice Merleau-Ponty, dans son livre Humanisme et terreur de 1947. Voilà un peu comment Merleau-Ponty finit Humanisme et terreur en 1947. Il écrit « Le monde humain est un système ouvert ou inachevé,
Et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance le soustrait aussi à la fatalité du désordre et interdit d'en désespérer. Le monde humain est un système ouvert ou inachevé, et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance le soustrait aussi à la fatalité du désordre et interdit d'en désespérer. C'est-à-dire que pour Merleau-Ponty, la contingence de l'histoire humaine, sa part d'imprévisibilité, rend compte tout à la fois de sa composante tragique et de sa composante utopique, de la possibilité de la barbarie et de la possibilité de l'émancipation. Indissociablement, on a les deux ensemble, on ne choisit pas l'un ou l'autre, ça va ensemble, avec cette dimension de contingence de l'histoire. Cette mise en tension du tragique et de l'utopique revêt alors une tonalité mélancolique, la tonalité du peut-être, qui justement est un élément fort de la traversée qu'on a pu faire de ces trois auteurs du roman noir américain.